professeur Didier, si vous permettez, je vous appelle Didier. Avec plaisir. Bon, c'est un vrai bonheur de vous recevoir. Partagez. En fait, d'être reçu par vous, mais de pouvoir vous interviewer. Et quand j'ai regardé votre parcours, ça m'a révélé quelque chose, ou tout du moins rappelé quelque chose. C'est un travail que j'avais fait avec des scientifiques, notamment des neurologues et des psychologues qui réfléchissaient très fortement lorsque j'étais au Canada, comment développer la créativité. Et je suis arrivé sur les entrefaites en leur disant, mais vous savez, en Europe, on a une période qui s'appelle la Renaissance, qui était une période de créativité extraordinaire, qui a été un petit peu la base même de toute l'évolution philosophique, industrielle, artistique d'une certaine époque. Et il y a un point commun avec toutes ces personnes qui ont créé des choses. Alors, ils m'ont regardé avec des yeux tout ronds, et je leur ai dit, bah oui, ils n'avaient pas qu'une seule matière en tête. Exact. Ils étaient philosophes, astronomes, biographes, médecins, mathématiciens, physiciens, biologistes. Ils avaient au moins 4 ou 5 matières. Et je leur ai dit, je crois qu'il serait nécessaire de réfléchir et de comprendre que si on est des curieux et que si on s'intéresse à plein de choses, on crée dans son cerveau beaucoup plus de réseaux de connexions. Exact. Et quand j'ai vu votre CV, je me suis dit, mais en fait, vous êtes un homme de la Renaissance. D'une certaine façon, oui. Parce que Un rescapé. Un rescapé. Je crois que avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, Oui. qui ont un savoir déterritorialisé, on n'est pas dans une discipline, ça va obliger les utilisateurs des ordinateurs quantiques, à savoir les hommes, d'être eux-mêmes pluridisciplinaires. Donc on va revenir à la pluridisciplinarité par nécessité de comprendre les informations qui seront sorties de ces ordinateurs quantiques. Ouais, mais alors là, vous cassez des schémas parce que tout fonctionne en silo. Oui. On a un mathématicien, on a un informaticien, on a un comptable, on a. Puis alors là, vous dites l'avenir est aux curieux. Et au pluridisciplinaire. Alors la critique sur la Oui. monodisciplinarité, elle date du 19e, puisque l'écrivain irlandais George Bernard Shaw disait déjà, à force de connaître rien sur tout, c'est le cas De la situation actuelle, on absolument. finit par connaître tout sur rien. Voilà. Et donc, on est dans un monde où on a des pseudo-sachants qui ont simplement lu des livres, mais qui n'ont pas fait l'expérience ou ressenti des choses. Alors, il y a beaucoup de critiques à faire à l'université. Déjà, on ne sait pas gérer les émotions. Donc, j'ai vu des C'est gens ça. avoir un haut QI et un bas quotient émotionnel. Et puis, c'est vrai que le spécialiste connaît tout sur un timbre-poste, mais sorti de ce timbre-poste, il est aussi banal que le commun des citoyens. Oui, et on nous fait croire pour autant que c'est un véritable expert, mais qui n'a pas pris en considération l'environnement Exactement. chargé, et ça je l'ai vu dans le film de Christophe Cosset, où tout est énergie, vibration et information. Oui, tout à fait. Quand on réfléchit, la nature, elle est une et indivisible. Elle ne fait pas la différence entre la physique, la chimie, la biophysique, etc., etc. C'est ça. Elle a une trousse à outils qu'elle utilise en fonction des besoins. C'est l'homme qui a développé un savoir analytique. Donc, analytique, ça vient de Ana, le très haut, le divin, l'inaccessible, et l'isos coupé. Donc, la science, par sa méthodologie analytique, se déclare coupée du haut. Et le haut, c'est l'analogo, c'est le langage des poètes, c'est le langage aussi des créatifs, hein, d'une façon, parce que la créativité, souvent associe deux disciplines, et la rencontre des deux disciplines crée une nouvelle discipline émergente. Ça fait partie de la pensée complexe d'Edgar Morin, où la rencontre de deux disciplines crée des disciplines ajoutées ou des propriétés émergentes. C'est quasiment alchimique. Oui, 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 c'est alchimie. Vous parliez de la Renaissance. Oui. La Renaissance aussi ne faisait pas la différence entre les sciences que nous avons classées dans l'ésotérisme, l'occulte, et la connaissance rationnelle. Il y avait une sorte de savoir unifié. Puis après, il y a eu la dérive des continents. Je compare ça à une jolie image que j'avais vue sur le port de l'Orient, où un marin quittait sa femme, et pour se dire au revoir, la femme croquait dans une pomme, lui lançait la pomme, lui recroquait. Puis à un moment donné, le bateau a malheureusement pris une distance suffisamment grande que la pomme est tombée entre le quai et le bateau. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour les disciplines.
à force de s'éloigner, 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 elles ont fini par ne plus communiquer, se dévisager, se critiquer, alors que finalement, c'est le cerveau humain qui a sécrété tout ça. Donc on en revient à cette notion de ensemble, Oui, c'est-à-dire que les disciplines ensemble, les humains ensemble peuvent créer des choses extraordinaires, mais que diviser, voire ostraciser, monter les uns contre les autres, ils ne peuvent rien faire. tout à fait. Bah, quand on regarde l'évolution, on a l'impression qu'il y a eu deux directions dans l'évolution. L'évolution des plantes, qui est basée sur la fixité. Et donc, comme une plante est fixe, elle doit résoudre localement les problèmes qui s'opposent localement. Mhm. Donc, elle a développé une intelligence collective. Oui, Son cerveau, si je puis dire, comme l'avait perçu Empédocle d'Agrigente, euh, c'est ses racines. Il y a une partie des racines qu'on appelle l'apex, où il y a des courants qui circulent, comme dans notre cerveau. absolument. Et il y a une multitude d'autres intelligences, notamment les champignons, les réseaux de mycorhisation, les bactéries, qui viennent contribuer à la vie de l'arbre, comme l'arbre contribue à la vie de ces Ce micro-organismes. fameux mycélium qui est Voilà. comparé au web. Ben, ça veut dire que quand on est fixe, on doit développer une intelligence collective, sinon on ne peut pas s'en tirer. Et puis d'un autre côté, vous avez l'intelligence des animaux qui est nomade. Et le nomadisme fait que si vous avez une difficulté dans un endroit, vous quittez l'endroit et souvent vous reportez ce que vous avez fait sur l'endroit que vous Oui, avez pollué ailleurs. Donc la forêt est l'exemple d'une intelligence collective et l'homme, malheureusement, a développé une intelligence plutôt égocentrée. sans compter que les animaux, lorsqu'ils se déplacent, ils ont ce qu'on appelle le ressenti, c'est-à-dire qu'ils Ah oui, captent les informations qui ne sont pas forcément celles dont il a l'habitude. ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il est capable de traduire un Mhm. paquet d'informations, alors que nous, les humains, on peut se promener en forêt, on ne va pas capter grand-chose. Oui, oui, alors ça aussi, ça m'a frappé quand on fait de la pédagogie comparée. Les gens qui vivent dans les forêts, la forêt amazonienne par Oui, exemple, sont des gens qui, ont une adaptation beaucoup plus grande que nous. Je me souviens par exemple d'un congrès, où on avait fait venir, un chef de Papouasie-Nouvelle-Guinée, un chef papou. Il nous a regardés, en 24 heures, il avait compris comment on fonctionnait, alors que nous, au bout de 5 jours, on ne comprenait pas comment il d'accord. fonctionnait. Et je me suis dit: «Pourquoi il est capable de s'adapter aussi facilement?» parce que quand on vit dans la forêt, à 2 instants, la forêt n'est pas identique. Donc on développe un sens de l'observation, C'est une ça. adaptabilité, alors que nous, on vit dans des endroits sécurisants. Donc on s'est atrophié par, non-stimulation de l'observation qui est nécessaire pour survivre dans la forêt. Vous voyez, si vous prenez, je sais pas moi, un homme de la forêt, il est capable de survivre. Vous prenez un prix Nobel, vous le mettez dans une forêt, il a une durée de vie très limitée, quoi. Oui, oui, c'est ce que j'explique aussi souvent, c'est que dans une période extrêmement difficile, les gens qui ont l'habitude d'être en survie ont beaucoup plus de capacité à s'adapter à un moment difficile que ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche et qui Oui, n'ont oui. pas eu d'expérience ou de confrontation avec le réel. Bah, il y avait un film qui s'appelait Un fauteuil pour deux de John Oui, Landis. On absolument. prend, Eddie Murphy qui est un homme, Oui, oui. qui vit dans la rue, quoi, Ouais, voilà, et Donald Aykroyd qui est un homme qui est sorti des grandes universités et on les met chacun dans la condition de l'autre. ouais. C'est-à-dire que Eddie Murphy devient un financier, il s'en tire très bien et l'autre n'arrive pas à s'en tirer. Absolument, c'est ça. On retrouve ça aussi chez certains adolescents, voire plus jeunes ou plus âgés, qui ont malheureusement vécu des situations difficiles. Je pense aux Libanais qui ont vécu sous les bombes pendant des années, Mmh. et on retrouve chez eux une capacité à appréhender à 360 degrés les choses, à ressentir les choses, voire même en informatique, à comprendre des systèmes Ah oui, oui, tout à complexes, fait. alors que celui qui sort d'une école bien formatée a beaucoup plus de mal justement à ouvrir et à créer des systèmes nouveaux. Bah, oui, j'ai une relation qui avait dirigé le service créativité au CNRS. On lui avait donné, dans son service plein de gens qui venaient des grandes écoles. Il a fini par, s'en débarrasser les Ouais, uns après les autres parce qu'ils n'avaient pas de créativité. Vous c'est voyez ce que ça. je veux dire? Par contre, ils sont capables de faire un beau rapport, enfin c'est rapide, c'est bien fait, mais il faut les guider. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, justement,
dans la situation où nous sommes aujourd'hui, où il y a un besoin de créativité, il y a un besoin d'émotion, il y a un besoin de ressentir, il y a un besoin d'être ensemble, qu'est-ce que vous donneriez comme Bah, déjà, comme disait Oscar Wilde, la meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder. Donc je pense qu'il faut vraiment retrouver cet émerveillement vis-à-vis du monde, se laisser aller à la curiosité, ne pas avoir l'impression qu'en rêvant, on perd son temps, Oui, retrouver le plaisir d'être ensemble, développer son intuition, ça se développe, ça s'entraîne, c'est comme un muscle. Henri Bernstein, qui était un dramaturge, disait que l'intuition, c'est l'intelligence en excès de vitesse. c'est ça, une fulgurance, Voilà, une fulgurance. absolument. Reconsidérer aussi que les grands créatifs ont souvent été des grands intuitifs. Et qui ont souvent découvert des choses alors qu'ils étaient au repos, Oui, alors qu'ils rêvaient, alors qu'ils faisaient la sieste, oui, alors oui, qu'ils étaient sous la douche. Les fulgurances oui, oui. se font, mais on le retrouve aussi du fait de, j'allais dire, du rythme cérébral qui fait que lorsqu'on est en situation sophroliminale, le cerveau est beaucoup plus performant. Oui, alors il y a plusieurs exemples. Le grand mathématicien Henri Poincaré travaillait sur les fonctions fuchiennes et il butait. Et pour se détendre, il a décidé de faire une sortie géologique à Nancy. Et puis son cerveau s'est dégagé de cette obsession de C'est ça, résoudre le oui, problème. absolument. Oui, Et comme des bulles de créativité, oui, tout en participant à la promenade géologique, bah, il a trouvé la solution. Et il savait qu'en rentrant, il avait à prendre la plume, à l'époque on écrivait la oui, plume, et trouver. Et puis vous avez des scientifiques qui sont dans un domaine, comment dirais-je, en dehors de leur spécialité, qui vont trouver. Par exemple, absolument, oui. voilà. Et Et souvent, ça, c'est. Alors, quand moi j'ai vu des scientifiques arriver avec un domaine de spécialité qui n'était pas celui de l'autre, proposer une ah solution oui, oui, et tout se à fait. faire rejeter parce qu'ils ne savaient pas. Oui, oui. Gerd Binnig avait été interrogé au moment où il a reçu le prix Nobel pour avoir découvert le microscope à effet tunnel. Et on lui a demandé comment il avait eu cette idée brillante. Il a réfléchi quelques secondes, il a dit: «Parce que je n'y connaissais rien». C'est-à-dire, il s'est autorisé ce que les autres ne s'autorisent pas. Souvent, les experts sont comme les experts militaires, ils sont experts, certes, mais C'est de ça. l'ancienne guerre. Bah, bien sûr. Alors, ça, c'est aussi un des problèmes au niveau du savoir, c'est qu'on apprend le passé Ah oui. et on n'apprend pas ce qui pourrait nous servir dans le futur. Bah, c'est-à-dire que si on fait une critique du système français, souvent, on vous demande: «Quelle grande école avez-vous fait?» Parce qu'on a Oui, des grandes écoles. Mais ailleurs, on dit: «Mais qu'est-ce que vous avez fait après avoir fait une université prestigieuse?» Le plus important, c'est pas, l'entrée, mais c'est c'était qu'est-ce que vous avez fait? exactement. Et donc souvent, quand on passe, le concours d'une grande école, on a beaucoup travaillé. Alors beaucoup ont stocké des milliers Des- d'exercices et puis le jour de l'examen, parce que si on Oui. prend par exemple l'école polytechnique, il y a un exercice original qui n'a jamais été posé, mais par analogie, ils finissent par résoudre quelques questions de Mhm, l'examen. Alors il y a toujours des gens qui ont un état de grâce, qui sont bons mhm. naturellement. Il y a les besogneux et les vertueux. Et finalement, bah, ils sont persuadés que la solution du présent se trouve dans le passé. Absolument. Et Et donc, ça vient bien avec la question suivante que je souhaitais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un virage à la fois humain, sociologique, technologique, où tout est relié, c'est-à-dire qu'on va prendre ce virage de gré ou de force, de toute façon. mmh, Quels vont être les survivants, entre guillemets, le mot est un peu fort, mais bah, vous comparez ça à la Renaissance, je comparais ça également vous voyez, au Moyen Âge où quand l'Empire romain s'est effondré, il a fallu conserver le savoir. Donc oui, c'est comme ça que les moines ont eu une fonction, les copistes. oui, On a conservé, tout le savoir, de la Rome, mais aussi de la Grèce et d'une d'accord. certaine façon de l'Égypte. Une partie des ouvrages, écrits en grec ou en latin sont partis dans le monde arabe et ça a été un renouveau pour eux de la médecine. Averroès, Avicenne et cetera, ont été un renouveau Hmm. médical. Donc je pense Qui s'est ajouté à leurs compétences. ce qui s'est ajouté à leurs Oui, compétences et puis ça a été une sorte de rencontre de 2 cultures, la oui, culture de l'Orient et la culture de l'Occident. Bah, il faudra conserver ce savoir et c'est le conseil qu'avait donné Solzhenitsyn quand il a quitté la Russie. Il est passé par la France. Il a fait, un entretien avec Bernard Pivot, puis après il est parti aux États-Unis. Il a dit: «Après avoir été à l'Est, les dissidents vont passer à oui, l'Ouest». Il avait raison. façon, Il a oui, dit: «Quand un territoire est occupé,
il faut conserver son identité culturelle. Alors elle passe par les conteurs, la cuisine, Mmh. les contes et Mmh. légendes, La musique, l'histoire, la oui. Mmh. musique, tout ce qui a fait la sève d'une culture. Parce que quand, l'envahisseur se retire, si on n'a pas pris soin de conserver en souterrain, Sa culture. ce qui fait notre identité, ben, il y a plus rien et on en est, Français, un exemple puisqu'il reste pas grand-chose de la culture celte. Les Oui, Romains, ont tellement, occupé le impacté, terrain et il oui. n'y a pas eu de résistance, de la culture celte en souterrain, qu'il nous reste des fragments, éparses d'un discours, qu'on n'a plus. Et grâce à ça, d'autres cultures se créent. Oui. Est-ce que c'est un bien ou est-ce qu'il faut vraiment rester ancré sur sa culture d'origine? Eh ben, il faut garder ce qui fait l'essence. Il y a un proverbe qui dit: «Si tu ne sais pas où tu vas, sache d'où tu viens». Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à une nouveauté. D'ailleurs, on ne peut pas figer le savoir. Prenez une langue, elle a évolué, sur des milliers d'années. Il y a Mmh. des mots qui ont disparu, d'autres, qui sont apparus. Mais il faut faire attention de jamais perdre, ce qu'on appelle l'identité d'un territoire, d'un terroir, je pense. Alors votre rôle auprès des humains aujourd'hui, qu'est-ce qui J'essaie vous habite? eh ben, j'essaye de partager ce que je ressens. Je prétends pas avoir la vérité, évidemment. Et puis, Mais vous êtes quand même porteur d'une certaine réalité. bah, ce que je vois, c'est qu'on dans différents domaines, on va simplement donner les thèmes parce que sinon il faudrait 1 heure pour développer. Oui. On va passer du matérialisme au post-matérialisme. Mmh. Un seul chiffre, vous voyez, un atome, il est vide à 99, et après la virgule, il y a 6 ou 7 9. Ce qui fait 99 999 999 ou 99,9 999 Mmh. 999. Donc ça veut dire que si on se déclare matérialiste, on prend appui sur le 0, et C'est après ça. la virgule, il y a 6 ou 7 zéros et enfin un. On prend appui sur le Donc vide est-ce quasiment. vraiment raisonnable? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, le post-matérialisme va nous amener à reconsidérer, par exemple, la médecine, Mmh. puisque dans ce vide qui est plein d'informations, il y a peut-être une autre façon de concevoir la matière inerte ou vivante. Je pense aussi qu'on a besoin de spiritualité. On voit bien que l'ex-URSS, quand elle s'est effondrée, ça a été un chaos, mais ils ont compris la nécessité de remettre l'orthodoxie au Absolument. centre de leur Ça a culture. été même leur C'est le lien. quasiment le premier geste qu'ils Voilà. ont Alors posé, nous, oui. on est dans une période, en Occident, on combat la spiritualité et eux, ils ont remis la spiritualité et la religion au sens étymologique, c'est ce qui Relie, absolument. relie au niveau horizontal et au niveau Ouais. transcendal. Je crois que la science et la spiritualité doivent converger, c'est ce que disait Einstein. La science sans la religion est boiteuse, la Mmh. religion sans la science est aveugle. Je crois qu'il faut réhabiliter les artistes, toutes ces disciplines, qui ont été écartées parce que n'ayant pas la possibilité de quantification et de calculabilité et donc c'est développer l'intuition. Je pense que derrière, beaucoup de biologistes, par exemple, on s'aperçoit qu'ils ont un bon coup de crayon. Oui. Ça développe, l'imaginaire, l'intuition est vraiment nécessaire. D'ailleurs, c'est ce qui fera la spécificité par rapport aux ordinateurs quantiques. Oui, ça va être une grosse Ça différence voilà, quand ça même, va oui. être une grosse différence. Oui. C'est-à-dire l'homme, il a cette capacité Capter l'émotion, capter d'acter l'information, l'émotion, oui. l'intuition, d'aller directement aux choses. Oui. Je crois aussi qu'on a été trop loin, c'est la loi du balancier, on a été trop loin dans l'individualisme. Il faut retrouver Ça, la c'est le fondamental, oui. collectivisme, mais pas Oui. dans le sens communiste, mais Oui, dans oui. le sens humain. Je crois aussi qu'il faut, faire le bilan de ce qui s'est passé dans l'ex-URSS parce que ce qu'on vit, c'est une tentative pour l'Europe de développer un communisme Absolument. 2.0 avec Soviétique, un oui. nouvel homme, pour le communiste, Oui. que Zinoviev appelait, l'homo soviéticus. Nous, c'est l'homme transcendé, le Oui, transhumain, oui. voilà, qui devient un cyborg. Je crois qu'on doit changer, notre rapport à la terre. Il y a plein de disciplines, qu'il faudrait, réhabiliter, la permaculture, comprendre la vie du sol, comprendre que, contrairement à ce que nous dit, l'agronomie officielle, la terre est un organisme vivant avec, des bactéries, on y trouve des virus, des insectes, des vers de terre très importants. Et qui capte les vibrations et les émotions. On le voit aussi dans beaucoup d'expériences. Voilà.
Ou quand on leur met du Mozart, les légumes sont beaucoup plus Et beaux. oui, exactement, et les vaches te produisent plus de lait, Absolument. voilà, exactement. Donc je crois aussi qu'il faut réhabiliter les peuples traditionnels qui ont compris qu'il fallait pas séparer les règnes, Oui, le règne minéral, animal et on végétal. a beaucoup de choses à apprendre de Voilà, leur part. les hachoirs considèrent qu'un animal se présente sous ses habits d'animaux, dans la journée et dans nos rêves, il devient un être humain. Donc ils sont dans un continuum. Je crois comme, beaucoup de gens, qui ont réfléchi sur ce sujet que, presque on devient, moderne quand on fait appel au passé. Au bon Ouais, passé. au bon passé. C'est oui, Houellebecq disait, l'écrivain, que si on veut être moderne, il faut simplement être réactionnaire. Et pourquoi le passé? Parce que je pense que ce qu'on est en train de développer sur la Terre, c'est une évolution qui n'est plus en lien avec le passé de l'homme et le passé de la Terre. Il faut trouver ce lien, et les peuples traditionnels, quand ils veulent, heu, poser un problème sociétal, ils font appel aux ancêtres, donc au absolument, passé. oui. Je crois qu'il faut les Tout en imaginant les solutions dont où est ils ont besoin. voilà. C'est ça qui est très fort aussi. Voilà, donc ce sont non pas des rebuts de la modernité, mais des gens qui ont beaucoup de choses à nous apprendre, Absolument. voilà. Et que nos égaux ont du mal à accepter. Bah, c'est-à-dire que la science se veut une image juste, alors c'est juste une image, hein. Ça, c'est juste une image. Les peuples traditionnels nous proposent d'autres images Ouais, aussi intéressantes. De toute façon, on est condamné quand on regarde, le rapport de l'homme, à la nature, au cosmos, à des analogies. Alors il se trouve que les mathématiques, c'est un langage qui marche assez bien, mais c'est pas le seul langage. À la limite, un la poète, un artiste propose lui aussi ses analogies, et pourquoi les a-t-on hiérarchisées? est-ce que la poésie est plus vibratoire que le mathématique? Bah, Octavio Paz disait qu'un poème, il faudrait l'appréhender par des odeurs, par des Mmh, vibrations, et il disait qu'un poème, quand il n'est pas récité, il est mort. Il ab faut qu'il soit, récité, qu'il passe exprimé, d'âme oui, en âme. absolument. Donc la poésie est un langage, ça permet de sortir du jeu circulaire des significations. Oui, et Voilà, surtout d'ouvrir le champ, de l'imaginaire. voilà, Parce que chacun va le voilà. vivre de façon Paul différente. Valéry comparait la prose, à une marche militaire, et le Le comment dirais-je? Les quatrains et les Voilà, la alexandrins, poésie a ouais. une danse, voilà, Mmh. et donc il y a ça aussi à réhabiliter. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses, il y a tout à réformer depuis l'économie, la politique, la démocratie, c'est une période extrêmement, Mais alors les stimulante. gens vivent ça comme une perte de pouvoir ou une perte de leur matérialité ou un abandon, de ce pourquoi ils se sont fatigués toute leur vie. Bah, oui, c'est vrai, souvent d'ailleurs les gens, sont très, égoïstes de leur, confort C'est ça, intellectuel. oui. Ou matériel. Ou matériel, Ouais. et puis, les spécialistes, qui connaissent, tout sur rien et Et rien surtout. et rien sur tout, voient ça d'un mauvais œil. Je crois aussi que la crise nous a montré que les gens, qui n'ont pas fait un parcours, universitaire classique, ont su donner du sens à cette crise C'est bien ça, plus que oui. les intellectuels. Oui, on a vu des gens de la campagne, Ah, des ouvriers comprendre très facilement ce qui se passait par rapport à des hyper intellectuels qui, essayaient de nous décoder avec des mots, scientifiques. oui, bah, j'ai un exemple parce que dans mes relations, j'ai quelqu'un qui a l'option avec toutes les vies teintées, je dirais. Il Ouais. est normalien, agrégé, et cetera. Il enseigne dans des grandes institutions, et puis il y a où j'habite, à Lyon, il y a un monsieur qui a pas le certificat d'études, Robert, Ouais. et si vous l'écoutez, vous avez l'impression que c'est lui l'universitaire. Il a C'est une espèce de pertinence, et on a créé un nouveau concept, c'est la cyberlittératie. Ce sont des gens qui vont, guidés par la ouais, curiosité, l'honnête homme, qu'on évoquait, avant de faire cet ouais. entretien, vont chercher les informations et les relient ces informations entre elles. Et ce qui fait que, on s'est peut-être fourvoyé sur ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, ça vient du latin interlegere, Oui, c'est ça. c'est relier les choses les unes aux autres, c'est évidemment s'adapter à des nouvelles situations, c'est résoudre des problèmes et se donner sens à ce qu'on veut. C'est parce que moi, je le traduis avec mes mots, c'est la capacité à capter plein d'informations différentes, à comprendre et à créer quelque chose avec tout ça.
Exactement. Et donc, relier les choses les unes aux autres, ben, on ne peut pas se contenter d'une discipline. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument, bah oui, sinon on comprend La, rien. la vie ne réside pas dans les choses, dans les objets, les atomes, les molécules, les cellules, mais plutôt dans la façon qu'ils ont de relationner entre eux ou entre elles. Vous voyez, en physique, on parle d'interaction, on parle d'échange de molécules en biologie, etc., etc. Alors, que serait l'humanité s'il n'y avait pas Si on d'interaction n'est plus entre les hommes et les femmes? interreliés, Et absolument. voilà, et on est tous Ouais. interreliés. Je crois aussi qu'on est en train d'abandonner la logique qui est issue de la physique classique et qui a régi notre quotidien, Mhm. notre bon sens et même nos démocraties au profit d'une autre logique. Alors, il se trouve que la logique quantique, c'est une autre façon de voir. Il y aura probablement d'autres découvertes, Qui vont bah, notamment l'information. Vous voyez, il y a la matière, l'énergie, l'information. On n'a pas une théorie vraiment aboutie de l'information. On a des bribes, donc il y a encore des choses à découvrir. Je crois que on vit ce que certains physiciens ont vu au tournant de 1900, où Lord Kelvin, qui était un grand physico-chimiste, avait fait une conférence. Il disait la connaissance en physique est comparable à un immense ciel bleu, à l'horizon duquel subsistent seulement deux petits nuages. Oui, d'accord. voilà. Et il ajoute qu'on a tout compris, donc il ne faut plus former des chercheurs, mais des enseignants. Alors, un de ces petits nuages aboutit à la mécanique quantique, et le beau ciel bleu de Lord Kelvin a Ouais. donné un orage titanesque, et 5 ans plus tard, c'est la relativité restreinte. Donc, à l'époque, on était persuadé que la physique classique avait fait le tour du savoir et Et qu'il qu'on n'y avait était en plus rien à maîtrise, apprendre. oui. Et puis, on a découvert la physique quantique, comme on découvrira d'autres D'autres choses, ouais. disciplines. Voilà, donc il faut toujours être dans la notion d'un système ouvert. Donc si je résume un petit peu notre entretien, vous conseillez à l'humain de se tourner vers les arts, vers plein de disciplines, d'être curieux et Bah, surtout de ne pas croire que parce qu'il a lu une chose, il le sait. oui, c'est ça. Il faut savoir les choses à la fois par cœur et par le cœur. Et Oui, c'est peut-être ce qui manque à l'université, ouais. à donner un savoir qui est appréhendé par les étudiants par le cœur. Oui, je pense que ce qu'il faut, c'est retrouver cette curiosité, cette stimulation, parce Mhm. que vous évoquiez la Renaissance, c'était une période de stimulation. Absolument. Oui, oui. On sortait du Moyen Âge et les gens étaient, je veux dire, curieux, ils avaient envie Et oui, d'aller plus puis le loin. modèle, c'était la Grèce et la Rome antique, où ils avaient l'impression que à l'époque, on parlait de savants polymathes qui étaient Oui. en mesure de maîtriser plusieurs. Bah, tous ceux qu'on a appelés les grands philosophes grecs, ils n'étaient pas que philosophes. Non. Là aussi, c'est intéressant parce que quand on voit un scientifique créatif, la créativité vient aussi de sa culture. Oui, Donc, il faut amener le spécialiste à avoir une autre culture que sa propre spécialité ce que parce que j'appelle avoir une culture générale le plus large voilà, voilà. Et possible. la Oui. culture générale fonctionnera si effectivement il a aussi une maîtrise d'un savoir. Je vais prendre un exemple, c'est Claude Bernard. On a dit de lui, Oui. c'était pas un physiologiste, c'était la physiologie. Il a fait des tas de découvertes, et notamment une qui concerne la fonction glycogénique du foie. À l'époque, on ne savait pas à quoi servait Mhm. le foie. Et il se trouve que Claude Bernard avait épousé une femme qui était contre la vivisection. Quand on est le plus grand physiologiste de Ça 100 pose un ans problème et quand qu'on même. passe son temps à faire de l'expérimentation animale, Oui. ça crée des problèmes. Donc il fuyait son foyer. Et un jour qu'il travaillait dans son laboratoire, tard le soir, pour fuir son foyer, euh, il n'a pas dormi de la nuit. Et puis il devait donner un cours à la Sorbonne. Il arrivait dans un état entre le rêve et la poésie, un état poético-onirique. Puis en avançant dans la grande galerie qui est devenue par la suite la galerie Claude Bernard, il a vu un tas de viande de loin. Et puis cet état de rêverie poétique l'a fait penser aux mouches. Pourquoi il a pensé on n'attrape pas les mouches Avec avec du du vinaigre. vinaigre? Et puis à un moment donné, il a pensé au sucre. Peut-être qu'il était en hypoglycémie et il s'est rendu compte que c'était un foie. Et donc, il avait associé mouche, vinaigre, vinaigre, sucre, sucre, foie. Et donc, il a fait son cours avec la hâte Quasiment de 3 mots. revenir dans son laboratoire. Comme il était un bon physiologiste, il connaissait bien sa chimie, il a détecté
et prouvé qu'il y avait du sucre dans le foie. Et c'est comme ça qu'il a trouvé la fonction glycogénique du foie. Puis par la suite, on a vu que le sucre était associé avec plein de molécules, les unes aux autres, toujours du sucre, ça donnait du glycogène. Un polymère de sucre, l'élément de base est toujours le même, le glucose. Mais vous voyez que s'il avait eu une vie équilibrée familialement, s'il avait dormi 8 heures avant de donner son cours à la Sorbonne, peut-être qu'il aurait pas eu... On ne conseille quand même pas à tout le monde d'avoir des vies déséquilibrées et de ne pas dormir la nuit. Non, mais de laisser venir le rêve, voilà. de laisser venir l'intuition. Quand on est fatigué, on a moins d'autocensure. Absolument. Oui, d'ailleurs, moi je dois dire que je préfère largement travailler la nuit et le soir parce qu'on a de l'inspiration, des idées qui viennent et surtout cette capacité incroyable du cerveau à les faire de façon quasiment spontanée, sans être obligé de passer par une période d'analyse difficile, on veut. Ah oui, tout à fait. Et donc, la fatigue permet de limiter l'autocensure. Souvent, ce qui limite les connaissances, c'est l'autocensure. Vous voyez, vous citiez souvent quand on a une idée originale, le spécialiste va lui dire on a déjà essayé en 50. Mais ça, c'est très français aussi. Oui. C'est pas possible. Ou on n'en a jamais parlé. Ou on n'a jamais découvert ce dont vous parlez. Voilà. Et il y a un blocage systématique. Mais même en France, quand vous êtes pluridisciplinaire, ça paraît suspect. On se dit, absolument. Il a étudié plusieurs disciplines, c'est que chacune des disciplines a été un échec pour lui. C'est ça, c'est qu'il est instable. Il est instable. Mais c'est dans l'instabilité en matière de chimie qu'il y a des révélations. Il y a des tas de gens, par exemple, Ilya Prigogine était un homme curieux, donc avant de faire de la physique et de la physico-chimie, qui lui a valu en 77 le prix Nobel de chimie pour les structures dissipatives, il s'est interrogé, c'est quoi la vie, c'est quoi la matière, c'est quoi la politique, c'est quoi la sociologie. Et puis à un moment donné, dans toute cette errance, pour certains, pour lui, c'est un parcours initiatique, il a décidé de se spécialiser en physique, et c'est devenu à la fois un physico-chimiste et un philosophe. Oui, absolument. Ça devient même parfois une drogue. On a besoin de découvrir sans cesse, de se poser des questions, d'aller chercher des réponses. Je crois que c'est un stimulant, ça nous permet d'être jeunes, et c'est ça aussi qui est intéressant dans les technologies. Il y a un mauvais côté et un bon côté, c'est Janus, comme on dit. C'est qu'on est obligé d'être étudiant à vie. Alors qu'avant... Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est un plaisir ? Si vous voulez, je pense que pour les gens d'un certain âge, se maintenir à niveau pour l'informatique, c'est une contrainte. Mais ça les oblige à continuer à étudier. J'ai mon beau-père qui est mort à 102 ans, à 95 ans, il a été initié à l'informatique. Voilà. C'est magnifique. Alors, il a fait des petites choses, mais il a dû se mettre à niveau parce qu'à un moment, il a dit c'est pas possible, tout est informatisé, j'en ai marre de dépendre des gens, je vais m'initier. Et il arrivait à faire des choses. Et puis, les technologies augmentent la fracture générationnelle, le conflit de génération. Voilà, en plus, oui, tout à fait. Parce qu'on voit bien, avant que les technologies n'envahissent notre quotidien, c'est vrai qu'il y a toujours eu des différences entre les jeunes et les gens matures, on va dire. Mais il n'y avait pas un écart aussi important, parce que même des fois 5 ou 10 ans, vous apercevez que si vous avez 20 ans ou si vous avez 30 ans, la capacité de maîtriser les outils informatiques, ça va tellement vite. Ça va très très vite. Donc ça nous rend aussi humbles, parce que si on a été, très haut à un moment donné, avec le temps, on perd cette sorte de maîtrise et de suprématie. Si on ne s'entraîne pas. Si on ne s'entraîne pas. Parce que le cerveau est un muscle. Le cerveau est un muscle. Le cerveau, c'est le contraire de la pile Wonder. La pile Wonder, elle s'use quand on s'en sert, et le cerveau, il s'use quand on s'en sert pas. Donc, il faut faire attention, parce que voilà, il y en a qui sont économes de leur cerveau. Donc, le message, c'est rester curieux, rester éveillé. Moi, je dis rester enfant, avoir cette espèce de curiosité que peut avoir l'enfant. Quand on regarde un enfant, il nous dit tout. Un enfant, il extériorise ses émotions, l'adulte les retient. Un enfant, il est curieux de tout. C'est parfois exaspérant parce qu'il vous pose des tas de questions. Un scientifique, c'est rester d'une certaine façon un enfant. Pourquoi Voilà, on a dit d'Einstein que c'était un enfant qui se posait des questions, mais il y répondait avec un esprit d'adulte. Mais pour se poser les bonnes questions, par exemple, est-ce que quand je bouge, le temps est le même que quand je suis fixe? C'est une question d'enfant. Mais développer la relativité restreinte, c'est une réponse d'adulte. Merci Philippe. Merci à vous. C'était très riche et passionnant.
et j'espère à bientôt. Ben oui, avec grand plaisir chez Agora, terme grec. Merci à vous tous, restez curieux.